toi et bienvenue dans Le Canap, le podcast des personnes aussi inspirantes que fabuleuses. Pour ce tout premier épisode, je viens te présenter Salomé. Salomé est une étudiante en art à Nantes et elle fait partie de mes meilleures amies et de ces personnes qui m'inspirent. Durant cet épisode, nous avons parlé de l'âge enfant, du regard des autres, de la dépression ainsi que de sa sensibilité. Le Canap est désormais disponible sur plusieurs plateformes de podcast, ainsi que sur sa chaîne YouTube dédiée. Tu peux donc bien sûr venir me mettre 5 étoiles sur iTunes, ainsi que des commentaires sur YouTube, mais aussi t'abonner au compte Instagram du podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quel est le plus lointain souvenir que tu as de toi-même ? C'est-à-dire le premier souvenir où tu te vois faire quelque chose en tant qu'enfant. Alors, Prends ton ce temps. sera dur à dire le premier parce que j'en ai pas mal de quand j'étais très jeune, mais je ne saurais pas dire la chronologie. Donc un des plus marquants, c'est quand j'ai commencé à avoir des lunettes. D'accord. Parce que je me souviens, j'ai eu des lunettes très tôt, en moyenne section maternelle, je crois. Mhm. Et j'étais extrêmement fière d'avoir des lunettes. Je trouvais ça super stylé et j'avais dit à personne que j'allais avoir des lunettes pour arriver et faire la surprise. En mode waouh, regarde, mes lunettes sont trop stylées. Du Et coup, c'était en maternelle, c'est ça ? Ouais, et je me souviens que ça me faisait rire quand j'y repensais parce qu'après, pendant longtemps, j'ai détesté mes lunettes. Je voulais ne plus avoir de lunettes et mettre des lentilles, alors que quand j'étais gamine, c'était une grosse fierté et un accessoire de mode. C'était associé à quoi ? On associe plus à la mode ou aux connotations que ça a d'être une petite fille intelligente ? Je pense pas que quand j'étais à cet âge-là, j'avais encore beaucoup de liens avec la mode. Comme tous les enfants, je pense que je m'en foutais un peu tant que mes vêtements me permettaient de courir joyeusement. Mais je pense que ça avait peut-être plus un côté assez accessoire d'adulte, tu vois. Genre, regardez, je suis une grande, j'ai des lunettes, même si c'est des petites lunettes rouges avec des perles dessus. Donc c'était extrêmement stylé parce que c'était un petit peu magique. Parce que comme elles avaient des perles sur les branches, je pouvais faire bouger les perles avec mon doigt, tu vois. Genre c'était le hand spinner ultra en avance. Le hand spinner des années 2000. C'est ça. D'accord. Et à ton avis, qu'est-ce que ça dit de toi ? Pourquoi les lunettes, en fait ? Ben, Non. je pense que c'est un truc qui a été très associé du coup à ma personne. Parce que je me souviens qu'en cours d'art plastique au collège, on avait dû faire un portrait de nous-mêmes avec que des éléments qui devaient décrire notre personnalité. Et au centre de mon portrait, j'avais donc fait un dessin de moi-même. Et pour moi, ce qui me définissait physiquement, c'était uniquement mes cheveux et mes lunettes. D'accord. C'était pour moi vraiment les éléments de ma personnalité qui faisaient que j'étais une personne reconnaissable. Et je trouvais que tu disais un truc intéressant tout à l'heure sur les lunettes, c'est que c'était un accessoire d'adulte. Quel est ton rapport à l'âge d'enfant ? Comment tu te sentais en tant qu'enfant ? Alors quand j'étais enfant, je voulais grandir rapidement parce que je pensais qu'on serait plus libre en étant adulte et qu'on pourrait plus faire les choses comme on veut, se coucher à l'heure qu'on veut et qu'on aurait une plus grande liberté. Par contre, je voulais être enfant, mais je me souviens que je n'avais pas spécialement envie d'être ado. Alors que mes copines, elles voulaient absolument être ado. Je me souviens même précisément, elles voulaient avoir 16 ans. Ce qui m'avait fait sourire le jour de mes 16 ans parce que je m'étais dit ça n'a rien d'incroyable. Mais je préférais l'idée d'être une adulte et d'être autonome et de vivre ma vie comme je l'entends. Qu'est-ce qui te gênait dans l'image de l'adolescent ? Je crois que le problème, c'est qu'à cette époque-là, j'avais l'image de l'adolescent style High School Musical, tu vois. Genre l'adolescent assez insupportable qui ne pense que à avoir des relations amoureuses et qui est un peu superficiel. Donc je pense que je considérais l'adolescence un peu comme une sorte de période honteuse où tu deviens un peu débile. D'accord.
Ouais, je comprends. Et puis t'as l'image où tu sais que tu vas pas plaire à l'autorité aussi. Et on va parler de l'autorité parce que, bon, je te connais, du coup, c'est aussi facile que difficile. Je sais où t'amener pour te faire parler de choses qui font que je t'ai invité. Mais en même temps, c'est compliqué parce que je connais pas mal de réponses et j'ai envie en fait de découvrir aussi des choses et de découvrir les choses en même temps que vous qui nous écoutez. Du coup, j'ai envie de te demander la première fois que tu as réussi à t'imaginer dans un métier. Alors depuis que je suis toute petite, je m'imagine travailler en rapport avec la création et surtout en rapport avec les livres. J'ai jamais eu de période de je vais être vétérinaire ou je vais être maîtresse. J'ai toujours voulu soit écrire des livres, soit illustrer des livres. Et j'ai tout le temps évolué autour de ça, faire des livres pour enfants, illustrer des livres pour enfants. Après, j'ai une période où je voulais faire de la BD. Après, je suis revenue à l'illustration pour arriver maintenant où je fais des études d'illustration à Nantes. Donc, je suis un peu arrivée à mon objectif d'enfant. C'est bien, c'est cool. Et comment l'autorité, parce que c'est intéressant, comment l'autorité, c'est-à-dire tes parents, les profs, ont réceptionné cette idée? Quels ont été les retours que tu as eus directement? Alors toi, enfant, qui arrive vers tes parents, qui leur explique que ton dada, c'est de faire de l'art, que ce soit avec des lettres ou avec des crayons. Qu'est-ce que ça a été leur réponse? Alors, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours énormément encouragée à faire ça. Parce que ma mère fait le métier qu'elle rêvait de faire depuis longtemps. Je ne sais pas si elle a toujours rêvé de faire ça, mais elle est dans le soin. Et elle a fait le choix de travailler de la manière qu'elle voulait, c'est-à-dire de travailler en libéral, donc en étant son propre patron. Et sa méthode de travail fait qu'elle ne gagne que très peu d'argent, mais elle fait le métier qu'elle aime avec des gens qui l'intéressent beaucoup et elle arrive à vraiment se nourrir de son métier. Donc j'ai la chance d'avoir grandi dans une maison où on disait toujours travaille bien à l'école, comme ça tu pourras faire le métier que tu veux et tu ne seras pas obligé de faire un métier alimentaire chiant. Donc il y a eu très peu la notion d'argent qui est rentrée en jeu. Elle a commencé à arriver assez tard, quand j'ai commencé vraiment à m'orienter sérieusement, donc en seconde. Mais à ce moment-là, j'ai la chance d'avoir donc une mère qui se questionne beaucoup et qui était très proche de ma marraine. Et le fils de ma marraine, c'est le cas typique du gars qui savait pas ce qu'il voulait faire de sa vie, donc qui a commencé des études, puis qui est parti à l'étranger, qui a travaillé à l'étranger, qui a enchaîné plein de tafs et qui finalement fait un métier complètement différent de ses études. Donc j'ai eu la chance d'être toujours encouragée dans l'idée que si ça marchait pas, au pire je trouverais une solution pour me relever, changer de job. Ouais, donc tu partais déjà en t'enlevant le stress de est-ce que je vais finir mon mois, est-ce que de te dire que ce qui compte c'est d'être heureux dans son travail et c'est pas juste son travail est un moyen de gagner de l'argent pour pouvoir vivre. Donc c'est cool. Et c'est un des trucs qui m'a le plus marqué quand j'ai commencé à beaucoup discuter avec toi. Donc voilà. Et maintenant j'ai envie du coup la petite Salomé qui avait des lunettes magiques, elle a grandi. Et j'ai envie que tu nous parles de ton entrée en 6e. Comment ça s'est passé? Alors, l'entrée en 6e, ça a été catastrophique pour moi, vraiment. Parce que je passais d'une petite école où on était de classe de CM2. Donc, on se connaissait tous. Pour la plupart, on s'était suivis. Et même si c'était pas des gens avec qui je m'entendais forcément tous très bien, c'était quand même des têtes connues. Et arriver dans un grand collège, même si en soi on n'était pas dans un collège énorme, mais quand même un collège de 500 élèves, moi ça m'avait fait très bizarre et je m'étais sentie vraiment
déboussolée par toutes ces nouvelles informations, tous ces profs différents. J'avais vraiment besoin de repères à cette période de ma vie et ça reste une chose qui est très présente dans ma personnalité, c'est que j'ai besoin de repères pour avoir la sensation de contrôler ma vie et de ne pas me laisser envahir par mes émotions. Et là, la 6e, ça a été vraiment la perte de repères complète. Je me souviens que je pleurais tous les jours en disant à ma maman « je ne veux pas y aller ». Ma pauvre mère qui a son gosse qui lui dit ça tous les jours en pleurant, ça devait être difficile à gérer. Je me souviens aussi qu'on m'avait dit « non mais t'inquiète pas, ce sera dur le premier mois et après ça ira mieux ». Et en fait ça a été très dur le premier trimestre, je me souviens. Et après je m'étais habituée, mais vraiment le premier trimestre, c'était vraiment un très gros changement. En plus, la 6e, pour moi, c'était le début justement de cette période d'adolescence où tu dois commencer à suivre des codes. Pareil, je me souviens avoir dit à mes parents « ah ouais, mon sac à dos, il va falloir que je commence à la porter à la grande, entre guillemets. » C'est-à-dire absolument pas sur les 2 épaules, comme il serait logique de le faire pour répartir le poids, mais sur une seule épaule, ce qui n'était pas une très bonne idée. Donc déjà, j'avais cette grande appréhension du regard de l'autre, en fait. Et ce qui m'a pas aidée, c'est que assez rapidement, je ne saurais plus exactement à quelle période du collège, mais j'ai eu un corset, cette merveilleuse invention de l'humanité qui est un plâtre géant que tu peux enlever, que tu dois porter 23 heures sur 24, dans le but de redresser ta colonne vertébrale. Et ça, c'était très compliqué parce que j'en avais vraiment honte. Et donc, quand on était en sport, c'était assez horrible pour moi d'aller dans le vestiaire, de me déshabiller et que tout le monde voit mon corset. Et après, d'aller le mettre dans les gradins. Donc, c'est-à-dire que déjà, je devais affronter le regard des filles. Et après, il y avait le regard des garçons qui ne m'avaient jamais vu dans les vestiaires, mais qui se disaient « qu'est-ce qu'elle fout avec cette espèce de plâtre-là » Donc ça a été assez compliqué et ça m'a pas aidé, je pense, à bien vivre le collège. D'accord. Et alors, c'est rigolo parce que tout à l'heure, tu parlais de ce travail en art plastique que tu avais à faire où les 2 choses qui te caractérisaient le plus, c'était tes lunettes et tes cheveux. Et pourquoi, en fait ? Pourquoi tes lunettes et tes cheveux ? Pourquoi est-ce que c'est la première chose qui t'a frappé ? En fait, d'aussi loin que je me souvienne, je crois que je n'ai jamais porté un grand intérêt à mon visage, que ce soit de manière positive ou négative. C'est-à-dire que j'avais pas mal de complexes, et j'en ai toujours, à peu près comme tout le monde, je pense. Et c'était rarement des complexes sur mon visage. Parce que mon visage m'en préoccupait assez peu au final. Je me suis préoccupée, par exemple, de ma peau, comme tous les adolescents, mais pas vraiment des éléments de mon visage. C'est arrivé assez tardivement. Et donc pour moi, mon visage, vraiment, ce qui faisait que les gens me retenaient, c'était mes cheveux, parce que j'avais, et j'ai toujours, des cheveux qui ne sont pas lisses, qui sont plutôt ondulés, à boucler, ce qui était assez incroyable dans cette merveilleuse période de fin des années 2000, début des années 2010, où la mode était aux cheveux très lissés. Donc pour moi, c'était vraiment ça ce qui me caractérisait, c'était les cheveux ondulés et le fait que j'ai des lunettes. Et est-ce que tu as eu des retours ? Parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, avec l'entrée au collège, alors je sais ce que j'ai l'impression dans ce que tu me dis, à l'entrée du collège et aussi d'entrée le souci du regard des autres. Et c'est pour ça que je t'ai penché là-dessus. L'histoire du corset m'a fait penser à cette histoire de regard des autres. Et je trouve que c'est intéressant que le moment où on te demande de définir, les 2 seules choses que tu mets en avant sont les choses que les autres, en fait, mettent en avant quand ils te voient. C'est les étiquettes qu'ils te mettent. C'est la fille avec les cheveux bouclés et les lunettes et le corset. Non, mais c'est sûr que ça, c'est un peu un des choses que j'essaye de résoudre dans ma vie, mais c'est que j'ai beaucoup de mal à
me définir moi-même et à valider des choses de moi-même, à valider mes compétences. J'ai tendance à me définir uniquement via le regard des autres. C'est vrai que c'est quelque chose que je me rends compte qui est toujours très présent. J'ai constamment besoin de la validation des autres. Je vais toujours attendre qu'on me dise « Ah, ça c'est bien, ça par contre t'as moins bien fait, il faudrait mieux que tu fasses ça. » J'ai beaucoup de mal à juste me dire « Ah, c'est bien, je suis fière à ce moment-là. » Si je suis fière de quelque chose, j'ai remarqué que j'ai tendance à aller voir quelqu'un pour lui dire « Regarde, ça je suis fière » pour qu'il me dise « Oui, c'est bien, je valide ton existence. » Ouais, et c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, les besoins de repères. Exactement. Et à ton avis, quand est-ce que donc tu as perdu tes repères en arrivant au collège? J'imagine que tu en as retrouvé. Genre, vas-y, raconte-nous un peu ton passage au collège, en fait. Comment, de la 6e à la fin de 3e, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, dans ton corps, qui a fait que tu as réussi à retrouver une partie de tes repères? Alors, je pense que vraiment la période de 6e, 5e, c'était une période pas très agréable de ma vie. C'était vraiment la période où là j'étais très déboussolée et j'arrivais pas à me construire des nouveaux repères. Avec aussi de plus en plus la conscience du corps, la conscience aussi de ce qu'est c'est que d'être une fille, d'avoir les seins qui poussent, et puis même au-delà d'être un ado avec l'acné, ce genre de changement. Qu'est-ce que ça a fait chez toi, ce manque de repères? Comment tu l'as réceptionné? Alors, moi je pense, après c'est difficile à dire parce que c'est jamais un mot qu'on a posé sur moi et jamais une chose que j'ai pensé de moi à cette époque, mais a posteriori, je pense qu'à ce moment-là, j'ai fait un bon trimestre du coup de bonne dépression, puisque vraiment je pleurais tous les jours, ça je m'en souviens. Je m'en souviens que parfois, même à l'école, alors que pourtant je voulais vraiment pas, j'avais les larmes aux yeux, je pouvais pas m'en empêcher. Et vraiment, ça a été vraiment difficile. C'est quelque chose que j'avais pas bien digéré. Mais après, les choses se sont améliorées à partir de la 4e, parce que je vous ai rencontrés, donc toi et mes 2 autres amis avec qui j'ai été très proche et je suis toujours proche. Et c'est un moment où j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quand même des gens bien dans ce collège et où on s'est un peu tous sauvés de nos névroses respectives en créant une amitié où on a appris à se valider, à prendre soin des autres et à créer une intimité en fait. Du coup, tu repars du collège avec de nouveaux repères, de nouveaux piliers. Et toujours cette envie de création. Exactement. Et c'est pour ça que je suis allée dans un lycée différent de celui de mes amis. J'ai fait le choix de rebriser mes repères pour aller dans un lycée qui proposait le bac art appliqué, donc le bac STD2A, pour pouvoir faire un premier pas dans la création. Et cette volonté en fait de changer d'endroit, parce que tu te spécialisais, et c'est vrai que à ce moment-là, souvent que ce soit nos parents ou nos profs, ils ont peur qu'on se spécialise à ce moment-là. Ils préfèrent qu'on aille faire une filière générale parce que c'est plus rassurant. Comment ça a été pris? Autant chez toi que, bon, chez toi j'imagine que ça s'est bien passé du coup avec ce que tu nous as dit tout à l'heure, mais ça a été quoi les retours par rapport à ça? Eh ben, de manière générale, quasiment tous les profs me conseillaient plutôt de ne pas faire un bac art appliqué. J'avais même des profs qui, quand je leur disais c'est soit bac art appliqué, soit bac L, tiraient un peu la tronche parce que j'étais ce qu'on appelle une très bonne élève. J'avais des très bons résultats partout parce que j'étais une grosse bosseuse. Et donc, en général, ce genre d'élèves, on leur conseille de faire S. Ce qui ne me correspondait pas du tout parce que je n'aimais pas les maths ni la physique, mais je travaillais parce que les notes, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Donc j'ai quand même eu une période du coup de doute puisque pour moi
la figure d'adulte était vraiment la figure d'autorité, de celui qui a réussi dans la vie, qui a compris la vie. Et il y avait vraiment ce côté saint adulte, priez pour moi. Donc j'ai beaucoup hésité, mais je pense que dès le début, je savais qu'au fond, c'était ce que je voulais faire parce que sinon, je les aurais tout de suite écoutés. Ça a juste fait une grosse période d'hésitation. Puis finalement, je me suis dit que, en fait, si je faisais un bac L, ce que j'allais faire après, c'était revenir à l'art. Par exemple, à l'époque, je pensais être intéressée par les beaux-arts, donc je me disais, je fais un bac L et après, je vais aux beaux-arts. Donc après coup, je me suis rendu compte que c'était pas très intelligent, autant commencer directement dans l'art, puisque je me voyais pas faire autre chose. Vraiment, c'est quelque chose pour moi. Mon métier n'a jamais été un gros doute, donc je me suis jamais vue faire autre chose que ça. Et quand je me disais, et si tu fais pas de l'art, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre ? Eh bien, je voyais pas. Je ne voyais vraiment pas ce qu'il y avait d'autre qui s'ouvrait à moi. Alors j'ai insisté, j'ai parlé longuement avec les personnes qui pensaient que ce n'était pas le bon projet et j'ai fini par décider de mettre quand même en premier vœu le bac art appliqué où j'ai été prise pour rentrer en seconde art appliqué. Ça a été quoi chez toi ? Quand tu as reçu la réponse positive, qu'est-ce que ça a fait ? Eh bien, le truc, c'est que je n'ai pas compris tout de suite parce qu'on nous a donné les papiers et c'était marqué vœu accepté, affectation dans le lycée qui fait art appliqué. Et le lycée que j'avais demandé, j'avais fait 2 vœux là-bas. Un premier vœu, c'était seconde option art plastique et un deuxième vœu, seconde art appliqué. Donc ce n'est pas la même chose. Et au début, je ne comprenais pas lequel des 2 vœux avait été accepté. Donc déjà, j'étais très contente parce que dans tous les cas, j'allais quand même faire de l'art, mais j'ai mis un moment avant de comprendre que j'avais été prise en art appliqué. Et là, quand je me suis rendu compte, d'abord, il y avait un soulagement parce que je savais que c'est bon, j'avais été prise. Une fierté aussi parce qu'on m'avait beaucoup répété que c'était une filière sélective, donc la fierté que mon travail est payé et que j'ai été prise. Et puis quand même de la peur parce que encore une fois j'avais fait le choix délibéré de détruire mes repères et de ne pas partir dans le lycée où tous mes amis partaient, mais de partir dans un autre lycée. D'accord. Et du coup, j'imagine qu'à ce moment-là, la petite Salomé avec ses lunettes magiques, on va l'appeler comme ça parce que j'aime bien. Je pense qu'à cette période de ma vie, j'avais... Quelles lunettes je pouvais avoir ? Je crois que tu avais les lunettes que je venais de te casser. D'accord. Donc des lunettes assez classiques. Ouais. Et comment ça a été la rentrée ? Dis-moi, quel est le sentiment que tu retiens le plus de ce moment-là ? Le moment où en fait on t'a déposé devant le lycée et on t'a dit voilà, c'est là. Je pense que j'étais quand même bien plus confiante en moi qu'en 6e parce que je me souviens de m'être dit ok, si tu veux pas refaire comme en 6e, avoir une période très difficile où t'as pas d'amis proches, où t'as pas de repères, où tu te sens seule, il faut absolument que tu ailles vers les gens et que toi tu fasses la démarche de te faire des amis et pas attendre que eux ils viennent. Donc je pense que là j'étais quand même chargée positivement de l'énergie que j'avais retirée de l'amitié de mon groupe de collège, puisque j'ai eu vraiment ce courage d'aller voir les autres. Alors je dis courage parce que pour moi c'est compliqué, donc j'ai eu le courage et je me souviens qu'au début je me disais vraiment de quoi tu vas parler, histoire d'accélérer le processus de on se connaît pas trop mais on devient de plus en plus proche. Donc je me souviens que pour détendre l'atmosphère, j'étais la première à faire des blagues de cul. Comme ça je me disais allez ça c'est fait, c'est bon, on a parlé de ça, maintenant on est plus proche. Et voilà. D'accord. Et comment ça s'est passé ? Quels ont été les résultats de cette méthode ? Eh bien, j'ai réussi à me faire des amis. Les blagues de cul ont grandement aidé. C'était pendant un moment
une nouvelle partie de ma personnalité. J'avais les cheveux, les lunettes et les blagues de cul. Et ça a bien marché, je me suis fait un bon groupe. J'ai réussi à faire partie du groupe des internes, ce qui était une grande fierté dans ma vie parce que j'étais dans cette filière art appliqué. Il y avait la majorité des élèves qui étaient en internat puisqu'il y a très peu de lycées qui proposent ce bac art appliqué. Et moi j'étais externe et j'ai réussi à faire partie du groupe des internes à tel point que mes profs d'art appliqué, c'est-à-dire ceux que je voyais le plus, donc ceux qui étaient censés me connaître le plus, ont découvert qu'en fin terminale, qu'en fait je n'étais pas interne. Et ça, c'était ma grande fierté. C'est bien. Ah oui. Donc, en fait, tu as réussi à casser tes repères, encore une fois. Ouais. Tu as réussi à te dire, ok, je suis cette petite fille timide qui a du mal à aller vers les gens, et ben non, je vais plus être ça. Je vais être plus que ça. Je pense que c'est une chance quand, comme moi, tu as un objectif de vie que tu as depuis longtemps et qui est vraiment fort dans ta tête. C'est que malgré le fait que j'étais hyper effrayée, que j'avais vraiment beaucoup d'appréhension et que je doutais beaucoup de moi, mon rêve était plus fort que les doutes. Et c'est ça qui a fait que j'ai dépassé et que j'ai réussi à aller quand même casser mes repères à nouveau et aller dans un autre lycée, ce qui pour moi était le bout du monde, hein, clairement. Donc c'est ça, je pense que quand on a besoin de motivation pour se dépasser, si on a un rêve, on arrive à se dépasser. Ok. Alors du coup, tu arrives dans ce lycée, tu te fais des amis, donc tu commences à te recréer des repères et quand vient les premiers projets, les premiers travaux que tu as à rendre, comment ça se passe ? Alors les premiers travaux, c'est toujours très dur parce que la seconde art appliqué, ça reste beaucoup de l'art plastique. Donc un peu comme ce qu'on a fait au collège, pas mal de dessins, d'expérimentation. On n'est encore pas dans l'art appliqué parce que la différence entre art appliqué et art plastique, c'est que l'art plastique, c'est de l'art en soi, entre guillemets. C'est-à-dire que le but, c'est de faire une œuvre d'art. Et une œuvre d'art, elle n'a pas de fonction autre que provoquer un sentiment chez le spectateur, provoquer un sentiment de beau, idéalement. C'est-à-dire que là, pendant toute ma vie, jusqu'à présent, j'avais fait de l'art plastique. Bon, je dis pas que j'avais fait des œuvres d'art ni que j'avais provoqué le grand sentiment du beau, mais j'avais essayé et quand on arrive en première art appliqué, on découvre qu'on va faire de l'art appliqué. C'est-à-dire que c'est de l'art appliqué à des domaines de la vie courante ou du design. Donc il y a la communication visuelle, c'est-à-dire les affiches par exemple, le design d'espace, ça va être gérer les espaces intérieurs, par exemple la déco intérieure, mais aussi tout ce qui est scénographie des musées. On a aussi, qu'est-ce que j'ai pas dit ? Le design de mode. Je crois que j'ai tout dit. Espace, mode, communication. Il y a l'architecture aussi. Ouais, donc c'est pas l'art que tu avais l'habitude de faire où tu étais plus dans la créativité et dans quelque chose qui n'avait pas vocation à être concret. Et là, ton but, c'était presque de vendre en fait. C'est ça, c'est un but complètement différent. Ça va être... je pense que si on arrive à garder bien sa créativité, on va au-delà de juste vouloir vendre quelque chose en le rendant un peu original. On va vraiment essayer de changer la vie des gens et changer le quotidien des gens grâce à ce qu'on crée. Ce qu'on crée, surtout, nous, on a beaucoup étudié le design d'objets, que, honte à moi, j'ai oublié de citer tout à l'heure. Donc, ce qui va être tout ce qui est trouver la forme des objets. Et ça, par contre... Finalement, ça m'a beaucoup intéressée parce que je pense que ça a vraiment permis de développer ma créativité parce que je voyais vraiment ça comme... j'ai une sorte d'illumination dans ma tête quand on me donne un sujet en mode « ouais, ce projet, je verrai trop ça ». Et ça va être comment trouver à contourner les problèmes, comment contourner le fait qu'il faut réfléchir quel matériau ce sera,
réfléchir au coût parfois, réfléchir à la faisabilité du projet. Mais en fait, ça va être vraiment une sorte de jeu où comment tu vas réussir déjà à convaincre tes profs, parce qu'il y a beaucoup de travail sur ça, sur l'argumentation, qu'elle soit orale ou écrite. Donc convaincre que ton projet est bon et apporter du rêve dans la réalité en fait. Donc au final, c'était très intéressant. C'est très déroutant au début quand t'as jamais fait ça et qu'on te demande de faire des planches. Déjà, tu te dis des planches, qu'est-ce que c'est, comment on fait. Mais une fois que t'as compris le truc, ça peut devenir vraiment très amusant. Après, bien évidemment, il y a des sujets qui parlent moins. Mais c'était vraiment, je pense que c'est des années qui ont été très enrichissantes du point de vue du dessin et de la créativité. Après, ça a été des années moins enrichissantes d'un point de vue personnel, parce que c'est un bac qui demande beaucoup d'investissement. Donc, peu de sommeil, peu de vie autour. Et ça, je l'ai très mal vécu. Je l'ai vraiment très mal vécu. Donc, c'est le gros point noir de mes années lycée. C'est que là, j'ai fait vraiment une dépression, ce coup-ci diagnostiquée, parce que je n'étais pas capable de gérer ma pression et la pression qu'on me mettait vis-à-vis du travail. C'est là que revient le regard des autres et pas les autres des camarades. Exactement, le regard des professeurs, le regard des notes en quelque sorte, où ce n'était jamais assez et donc je me mettais déjà suffisamment la pression pour me dire que si j'ai un bon dossier, je pourrais faire ce que je veux après. Mais en plus, j'avais des profs très exigeants qui attendaient vraiment de nous qu'on soit très bon et qui marchaient beaucoup à la compétition, ce qui n'était pas du tout efficace sur moi, mais ce qui avait tendance à au contraire beaucoup me détruire. Donc malheureusement je me poussais trop et mon corps a décidé de me le faire comprendre, parce que je crois vraiment que quand on tombe malade, il y a une bonne raison à cela et que c'est le corps qui veut se faire entendre. Donc là, ça a été un stop, arrête, tu peux plus continuer comme ça. D'accord. Et j'ai envie qu'on revienne, avant de continuer sur le travail, la pression, qu'on revienne sur ton rapport à toi et aux autres, en ce début de lycée. Parce que bon, tu nous as dit que c'était une filière qui demandait beaucoup de temps, ce qui a fait que, je sais, tu as très vite arrêté beaucoup de choses qui avaient un but de te vider la tête, de loisir en fait. Mais au début, c'était pas le cas. Comment est-ce que tu arrivais à être avec les autres ? Comment se passaient tes relations avec tes amis, avec tes parents, enfin en général ? Quelles ont été les nouveautés à ce moment qui t'ont marqué, ou qui en tout cas ont eu des changements, ont eu un impact sur toi ? Alors, au lycée, j'ai eu une relation très fusionnelle avec une amie, où on était vraiment très proches pendant très longtemps. Et là, c'est, je pense, en grande partie justement ma difficulté à mettre des limites à mon perfectionnisme dans le travail qui a fait que cette relation en a pâti, puisque j'avais de moins en moins de temps, j'étais de moins en moins disponible, donc j'étais de moins en moins disponible pour les gens, et je pense que je m'en rendais compte dans un sens, puisque je me souviens vraiment que quand je discutais avec des amis des relations amoureuses, pour moi à cette époque c'était totalement impensable. Je ne voyais pas où est-ce que ça aurait pu rentrer dans mon planning. C'était pour moi un truc qu'il faut caser, tu vois, entre le cours de maths et le cours de dessin, et c'était pas possible. Donc les relations ont parfois été un peu compliquées. C'est en même temps la période à laquelle j'ai eu les relations les plus fortes que j'ai jamais eues, je pense. Parce que mine de rien, quand on est très nombreux à être dépassés par les événements, à peu dormir, il y a une vraie cohésion de groupe qui se crée.
Surtout avec l'internat, ça aide beaucoup les gens à être proches. Et comme je faisais partie en quelque sorte du groupe de l'internat, j'ai vraiment vécu des amitiés très fortes. Mais j'ai aussi vécu à cette époque des déceptions très fortes, puisque bien évidemment, quand on aime quelqu'un très fort, c'est facile de se mettre à le détester très fort. Donc ça a été beaucoup d'expériences, je dirais, où j'ai appris beaucoup de choses sur les relations humaines, sur ce que tu peux attendre des autres, ce qu'il faut ne pas attendre des autres, sur apprendre aussi à se tourner vers les gens qui sont prêts à t'aider si besoin et pas à espérer des gens qui ne sont pas disponibles, soit parce qu'ils ne veulent pas, soit parce qu'ils ne peuvent pas. Et ne pas espérer que ces gens-là t'aident alors qu'ils en sont pas capables, mais plutôt se tourner vers les gens qui sont là au moment où tu en as besoin et qui sont disposés à t'aider. Aller vers là où tu sais que... un peu aller vers la facilité, en fait. Pas dans le mauvais sens du terme. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment se rendre compte que en fait, quand tu as besoin d'aide, il faut pas perdre de vue que c'est une personne que tu as en face de toi et que parfois, ce que toi, tu considères comme étant acquis dans une amitié, c'est-à-dire de soutenir les autres, d'être tout le temps dans une écoute bienveillante, c'est pas forcément la vision de tout le monde. Et pas forcément dans le sens négatif du terme, même si c'est compliqué, je trouve, à exprimer sans avoir l'impression d'émettre un jugement. Mais vraiment, je me suis rendu compte que parfois, les gens en face ne sont pas disponibles pour toi et il faut l'entendre et l'accepter. Plutôt que de se buter en se disant ça me rend triste, telle personne n'entend pas ma souffrance, telle personne ne comprend pas que ce qu'elle me dit me blesse, ou telle personne ne comprend pas que ça sert à rien de me dire détends-toi, ça ira mieux, ou que ça sert à rien de me dire tu devrais faire du yoga et ça ira mieux. Je me suis rendu compte vraiment que si tu vois que la personne n'est pas là comme tu voudrais qu'elle le soit, si elle n'est pas là parce que elle a déjà du mal à s'occuper d'elle-même ou parce que ça ne fait pas partie de sa manière d'être dans l'écoute des problèmes des autres, parce que juste c'est pas sa manière d'être, et ben arrête de te buter à vouloir changer les gens et prends l'aide des gens qui sont disponibles à ce moment-là. Oui. Et en fait, c'est rigolo que tu me parles de ce rapport de fusion, parce que ça me fait penser directement à cette bonne vieille Jocelyne. Cette bonne vieille Jocelyne. Parce que on a une façon d'appeler l'hypersensibilité, parce que tiens, raconte-toi. Alors, Jocelyne, c'était le nom que toi tu donnais à ton hypersensibilité. Et moi, c'était le nom que je donnais à ma chère dépression, parce que c'était moins dur à dire, je pense, parce que c'est toujours... moi, j'avais toujours un peu peur du regard des autres si je disais oui, je suis dans une dépression. J'avais l'impression que les gens pourraient me dire que c'était pas vrai ou que j'exagérais, ce qui était très dur à entendre pour moi. Donc c'était un nom un peu plus jovial et un peu moins lourd. Après, il se trouve que je n'ai jamais été diagnostiquée officiellement hypersensible, mais j'ai quand même plusieurs professionnels de santé qui m'ont dit « Ah oui, tu es hypersensible », mais mon côté besoin de la validation des autres se dit « Tu n'as pas un papier signé qui dit « J'ai fait le test, tu es hypersensible ». Donc c'est toujours un peu dur pour moi, mais donc c'est cette chère Jocelyne. Qui du coup, t'amène peut-être à avoir besoin de cette fusion, parce que quand tu aimes et t'aimes pas à moitié. C'est ça. C'est malheureusement un des meilleurs points de l'hypersensibilité, mais en même temps un des pires, c'est que j'ai du mal à vivre les choses à moitié. Donc vraiment, quand j'aime quelqu'un, je vais vraiment faire une monomaniaquerie
Et quand je dis j'aime, c'est d'un point de vue amical, fraternel ou amoureux. C'est que c'est vraiment un besoin d'être tout le temps avec la personne, de parler tout le temps avec la personne et de toutes les conséquences néfastes que ça peut avoir, comme la jalousie ou la possessivité. Mais de manière générale, c'est vraiment l'hypersensibilité qui fait une grosse partie de ce que je suis, puisque j'ai besoin de la validation des autres. C'est relié à ça. Mon besoin de contrôle permanent et de tout maîtriser, c'est lié à ma peur d'être dépassée par mes émotions et d'être dépassée par les événements s'ils ne suivent pas un schéma précis. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va avec ? Le besoin de contrôle, les sentiments très forts, et puis je pense la sensibilité de manière générale, que ce soit le fait que j'ai pu craquer à des moments où des personnes arrivaient à continuer, ou alors le fait que j'ai une sensibilité artistique. C'est sûr que l'hypersensibilité, ça apporte plein de choses comme ça, on enlève, mais je pense que c'est un peu comme un animal sauvage. Tu arrives à le dompter. C'est long et c'est dur, mais tu arrives finalement à te pousser, à te sortir de ta zone de confort et te dire en fait, tous ces mauvais côtés, je peux les nuancer. Par contre, tous ces bons côtés, je vais les garder. Et je vais même essayer de les rendre encore plus forts et de me concentrer là-dessus. C'est hyper fort d'aller dans un musée avec toi. Parce que quand on te voit regarder quelque chose, tu le regardes. Et tu le regardes pas avec les yeux. Tu le regardes avec tes 5 sens. Avec Jocelyne. Avec Jocelyne, exactement. Jocelyne transforme en fait ta façon de voir et de créer l'art. Et c'est pour ça, je pense que tu as progressé, parce que bien sûr, tu as énormément travaillé, ce qui est une grande cause de ta progression, mais en plus de ça, tu avais cette petite aide qui te permettait d'être au plus proche du sujet et au plus proche de tes émotions. Et finalement, même si on a appliqué, c'était pas ce qu'on te demandait forcément. Ce qu'on te demandait, c'était de respecter les normes, c'était de respecter un schéma. Mais ce qui convient très bien avec ce que tu veux faire, c'est-à-dire toucher les gens, leur provoquer quelque chose. Et dans ce sens-là, je pense que chez toi, l'hypersensibilité, elle a été tellement bénéfique. Et donc, tu continues à l'appliquer, tu prends des médicaments pour continuer, parce que en fait, quand tu dors si peu par nuit, et qu'en plus de ça, tu dois gérer une dépression et un travail qui te demande de l'énergie, il y a un moment, ton corps, il stoppe, quoi. Exactement. Et comment tu l'as vécu, toi, qui as besoin du contrôle, de donner une part du contrôle de ton corps à une substance chimique ? Je pense que, étonnamment, je l'ai très bien vécu, parce que c'était comme si je recevais la validation supérieure, si importante à mes yeux, du corps médical, que oui, c'est pas dans ma tête que c'est pas normal de pas supporter le bruit, de pas supporter la lumière, de pas supporter la présence des gens, de plus être capable de plus être capable de finir des projets, de plus être capable de commencer des projets, mais d'être toujours dans cette espèce de sentiment de flottement où plus rien ne va et tout est super triste et tu as tout le temps l'impression d'être épuisé. Je pense que je savais pareil qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Au fond de moi, je le savais, comme au fond de moi, je savais que je voulais faire de l'art, mais que j'avais besoin d'une validation d'un supérieur, entre guillemets, donc dans ce cas-là, du corps médical qui m'a fait, oui, effectivement, tu décris tous les symptômes qui sont ceux de la dépression, donc on va te donner de l'aide. Et pour moi, cette aide, c'était pas vraiment une perte de contrôle, puisque justement c'était une aide qui est certes de la drogue, parce que c'est ce que c'est, mais c'est très encadré
avec des ordonnances, des médecins qui surveillent ta dose, tout ça. Donc, c'était une aide que j'ai vraiment accueillie avec un grand soulagement, je pense. Parce qu'en fait, la part de contrôle, tu reprenais le contrôle d'une certaine manière. Je pense, oui. Tu déléguais ton contrôle au corps médical, quoi. Oui, c'est ça. Dans un sens, effectivement, je reprenais le contrôle sur mon corps qui, dans un sens, là, partait complètement en steak et que j'arrivais plus à maîtriser puisque j'arrivais plus à maîtriser les crises de panique, les crises de larmes. Alors, je me disais que justement, ce médicament allait m'aider à continuer de gérer jusqu'à la fin de l'année au moins, passer mon bac et reprendre un petit peu de force pour continuer. Ouais. Et du coup, tu passes ce bac. Dans un état de santé, comment tu l'écrirais ? Avant la période juste avant le bac, je dirais pendant quasiment peut-être 2 mois, je suis allée en cours par intermittence, puisque justement, encore une fois, j'avais besoin d'aller en cours les jours où je savais que c'était des jours safe. Par exemple, les jours où j'avais pas de professeur qui risquait de me dire pourquoi t'es comme ça ou pourquoi tu vas pas en cours, où je savais que j'allais avoir des profs bienveillants, où je savais que c'était des journées où je ne finirais pas épuisée. Et comme ça, je gérais moi-même ma fatigue et ma capacité, puisque je savais que je pouvais pas calmer les crises de panique les soirs où je stressais trop à l'idée de retourner à l'école, tant qu'on m'avait pas dit « Ok, c'est bon, t'iras pas en cours demain ». Donc, j'arrive au bac en étant allée en cours pas très assidûment les derniers temps, mais néanmoins, j'ai continué à beaucoup travailler parce que c'était quelque chose qui me paraissait complètement impensable. J'étais tellement enfoncée dans ce petit microcosme de l'art appliqué que j'arrivais pas à prendre du recul et me dire que c'était peut-être pas si important que ça de continuer à bosser autant. Donc je continuais à bosser énormément, mais depuis chez moi et en choisissant moi-même mes règles. Mais je suis arrivée au bac et ça s'est très bien passé. Et ça s'est très bien passé en grande partie, je pense, à tous les gens qui ont pu m'aider à ce moment-là, surtout à mes professeurs, certains professeurs qui ont été vraiment extrêmement bienveillants et qui ont su me rassurer en me disant que si là j'avais besoin de me poser, je pouvais le faire, que j'avais suffisamment travaillé toute l'année pour que ça ne me pose pas de problème. Donc vraiment, j'ai eu de la chance d'avoir des très bons profs qui ont su m'épauler et d'avoir une famille aussi qui a su m'épauler et des amis qui étaient là pour m'aider et pour m'entendre, ce qui était le plus important. Donc j'arrive au bac, je passe le bac, j'ai des très bons résultats. Oui, on peut le dire. Même si vraiment aujourd'hui avec du recul je me dis que j'étais complètement folle et que j'ai bossé mais d'une manière complètement folle. Et ça a été vraiment une libération parce que encore une fois je pense que notre corps nous parle et j'ai ce souvenir très fort où juste après avoir fini ma dernière épreuve, le jour de ma dernière épreuve qui était une épreuve où j'y allais vraiment en me disant c'est pas grave, c'est pas important parce que c'était une épreuve à tout petit coefficient, une épreuve qui en plus ne m'intéressait pas du tout. J'avais fini toutes mes grosses épreuves, donc c'était déjà pour moi le début de la fin du bac. Et je me souviens que j'ai eu mes règles alors que j'étais à l'époque sous pilule, une pilule qui me coupait complètement mes règles. Donc je n'avais pas eu mes règles depuis quasiment 1 an et d'un coup j'ai eu mes règles et pour moi, c'était vraiment le corps qui se nettoyait parce que j'ai eu des règles abondantes. Vraiment, j'étais pliée en deux de douleur. Et on était partis en vacances juste après le bac, je me souviens, tous ensemble. Et dans le train, j'étais en train de mourir. Mon ventre veut sortir de mon corps. Donc ça a été vraiment libérateur, je pense, d'avoir fini et de partir loin. À ce moment-là,
j'ai rapidement juste envie de savoir quel était ton rapport avec l'autorité. C'est-à-dire que finalement, tu venais d'avoir l'accord suprême. C'est-à-dire qu'il y avait un diplôme de l'État qui te disait, ok, non seulement on te donne le diplôme, mais en plus de ça, on te donne la mention très bien. Parce que tu l'as mérité, parce que ton travail, il le mérite. À ce moment-là, est-ce que l'autorité avait la même place dans ta vie qu'au moment où tu commences? Enfin, est-ce que la Salomé de seconde, elle avait autant... Enfin, est-ce qu'elle avait le même lien avec l'autorité? Alors à ce moment-là, mon rapport avec l'autorité était vraiment malmené, on va dire, puisque jusqu'à présent, il avait été toujours un peu constant dans un rapport pas très sain, puisque c'était un rapport de sainte autorité, priez pour nous. Mais à ce moment-là, j'étais extrêmement en colère contre mes profs d'art appliqué, parce que pendant longtemps, je leur avais voué une grande admiration, et qu'il fallait que je fasse le deuil de ce que je croyais qu'ils étaient, le deuil aussi de cette image du professeur sacré. Et ce deuil a passé essentiellement par une grande période d'extrême colère, où je ne supportais plus quoi que ce soit, où tout m'énervait, parce que vraiment, c'était pour moi vraiment le symbole de ce qui avait causé ma dépression. J'étais vraiment extrêmement en colère contre eux, alors que c'était l'autorité qui m'importait le plus à cette période de ma vie. Donc je me suis mis vraiment à... Je pense que j'ai remis en question cette autorité, mais sans vraiment changer de comportement. Ce qui est un peu mon gros problème, c'est que quand il y a un problème, je sais souvent trouver quelle est la cause du problème, trouver quelle est la raison profonde, trouver qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour changer, mais je ne change pas. Je sais exactement ce qu'il faudrait faire, mais changer, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui te bloque? Je pense que c'est encore une fois cette peur de l'inconnu et surtout, encore une fois, ce côté de l'hypersensibilité qui amène à un besoin constant de contrôle, puisque comme une acupunctrice m'a expliqué, quand on est petit et qu'on est hypersensible, puisqu'on remarque absolument tout, qu'on ressent absolument tout, que ce soit au niveau des émotions, des sens en fait en général, on a tendance à ne pas comprendre ce qui nous arrive en tant que jeunes enfants. On ne comprend pas, on se sent dépassé par toutes ces stimulations. Et donc ça fait qu'on a tendance à vouloir tout contrôler pour ne plus se sentir dépassé par son hypersensibilité. Et donc c'est quelque chose qui est très ancré en moi, ce contrôle. C'est pour ça que j'ai perdu le fil de ce qu'on disait honnêtement. C'est pas grave. C'est pas grave. Je sais plus, mais en tout cas voilà, c'est pour ça que à ce moment-là... C'est pas que t'aies des choses à caser et que tu coches les cases, ça je l'ai dit, c'est très bien. Oui, tu vois, encore une fois, le contrôle revient. Alors, quel était le sens profond de la phrase? Mais donc, oui, ce rapport à l'autorité, puisque je crois que c'était ça, il était assez malmené à ce moment-là. Surtout que c'était donc une période où déjà je perdais le saint contrôle, la sainte autorité de mes professeurs. Et c'était une période où malheureusement ma mère a eu un grave accident suite à une opération où il y a eu une erreur humaine qui a fait qu'elle a eu beaucoup d'effets secondaires et des gros problèmes de santé. Donc à ce moment-là, je perdais aussi l'autorité parentale puisque ma mère était à l'hôpital et en très mauvais état. Et mon père a été beaucoup à l'hôpital pour la soutenir, ne pas la laisser seule. Donc c'est vraiment une période où je pense que je m'en suis pas rendu compte à ce moment-là, mais avec du recul, je pense que ça a été très difficile pour moi de perdre tous ces repères autoritaires, puisque c'était une période où j'étais en plein deuil de beaucoup de choses, encore une fois, beaucoup de repères. Et c'était une période où, oui, les gens qui contrôlaient, entre guillemets, ma vie n'étaient pas là.
il n'était plus disponible justement à ce moment-là pour m'écouter et me dire quoi faire et me donner des ordres pour que ma vie soit organisée. Et ça revient à ce que je disais, de savoir dans ces moments-là se tourner vers les personnes qui pourront être là pour toi, plutôt que d'en attendre des personnes qui ne peuvent pas. Alors avant d'avancer, parce que en fait, j'ai l'impression, en discutant avec toi, tu passes ton temps à perdre tes repères et à les reconstruire. C'est ça, je suis une pauvre petite perdue, offrez-moi une boussole. Non, mais au contraire, ce qui est intéressant, c'est que tu les recrées tes repères. Mais juste avant, j'aimerais qu'on discute de tes parents, si tu veux bien. Parce que depuis le début, tu nous as parlé énormément de ta maman. J'aimerais connaître ton rapport à ta maman. Alors, je suis plutôt très proche de ma mère parce que ma mère a une vision de la vie assez proche de la mienne. Je pense que ma mère est aussi hypersensible, mais ça, je ne sais pas parce que ma mère fait attention aux sentiments qu'elle nous montre, elle aussi. Ma mère est aussi beaucoup dans le contrôle, donc je ne suis pas sûre, mais ça pourrait être probable. Et donc je suis très proche de ma mère parce qu'on a pu toujours beaucoup échanger et puis elle travaille dans le soin. Donc elle a toujours été dans ce rapport de l'écoute de l'autre et de donner des conseils, d'orienter les personnes un peu perdues. Donc j'ai toujours été très proche de ma mère, ce qui est aussi, je l'ai appris récemment, une caractéristique des personnes hypersensibles, ce qui m'a aidé un petit peu à prendre du recul sur moi-même quand j'ai appris ça, parce que, donc encore une fois, mon acupunctrice m'a dit que quand tu es donc jeune enfant et que tu es dépassé par toutes ces stimulations externes, tu as tendance déjà à développer ce côté obsessionnel du contrôle, mais aussi à beaucoup venir te réfugier auprès de ta mère en mode qu'est-ce qui se passe, je suis perdue, vite allons vers la figure de protection parentale. C'est rigolo parce que du coup ta mère elle a toutes les casquettes de l'autorité. Elle est médecin, enfin elle est dans le soin, mais bon, on peut catégoriser ça comme la casquette médecin et puis c'est ta maman. Donc c'est une double figure d'autorité finalement. Et mine de rien, c'est du coup une personne qui aura énormément d'importance dans tes choix, mais aussi dans la vision que tu as, parce que si elle le valide, ton cerveau va dire c'est bon, c'est validé par tout le monde de l'autorité. Exactement. Et du coup, quelle place a pris ton père à côté de ça? Parce que mine de rien, ça fait un monstre. Ta mère, tu l'avais mise sur un piédestal. Et quelle place a pris ton père à côté? Alors mon père, je pense qu'on peut dire que je suis aussi proche de mon père, mais pas du tout de la même manière. C'est pas avec lui que je vais souvent discuter de sujets un peu philosophie de comptoir, on va dire, ou de développement personnel, mais mon père a eu vraiment cette figure protecteur, mais plus... il a plus une présence physique que ma mère. Ma mère, c'est vraiment celle avec qui je vais parler des problèmes, vraiment tourner ça dans la tête. Alors que mon père, pour moi, ça a vraiment été la figure rassurante du père qui est un homme grand, plutôt très imposant physiquement. Donc c'était vraiment le côté mon papa qui me protège des méchants et qui ira leur casser la gueule. Donc c'était plus... voilà, vraiment une présence... je sais pas comment dire à part une présence physique, parce que je trouve que présence physique, c'est un papa poule qui a toujours été là pour me consoler quand j'étais triste, pour me prendre dans ses bras, pour me défendre quand les gens étaient pas gentils avec moi. C'est vraiment l'image pour moi du papa ours plutôt. Mais pas ours dans le sens grognon, mais dans le sens le gros nounours qui peut... Exactement. Le nounours qui a le visage du père qui peut faire très peur quand il est en colère parce que quelqu'un t'a fait du mal et qui prend sa grosse voix pour dire je te jure, s'il recommence je vais lui casser la gueule.
et ce côté très enveloppant, très, très doux. C'est drôle parce que finalement, en fait, on se rend compte que tes parents nourrissent et nourrissent, ouais, les deux caractéristiques de l'hypersensibilité, c'est-à-dire que ta mère va te stimuler, te nourrir et te rassasier mentalement, psychologiquement, alors que ton père, c'est les autres sens qu'il va toucher. Il a cette présence, pour toi, physique. Et c'est intéressant parce que finalement, ils se complètent bien. Oui, c'est vrai que mes parents sont très différents et se complètent énormément. Et c'est vrai que j'avais jamais fait attention, mais effectivement, ils ont tous les deux... C'est très intéressant ce que tu dis, oui, ils ont vraiment tous les deux un lien avec différentes facettes de l'hypersensibilité. J'y avais jamais réfléchi. Écoute, planche, vas-y, moi je connais. C'est ça. Et du coup, tu pars déjà avec des repères qui sont touchés, mais tu commences petit à petit à en retrouver certains. C'est-à-dire que déjà, l'autorité, elle va revenir quand tu vas être prise dans ton école. Oui, donc j'ai été prise dans une école à l'autre bout de la France, puisque je suis partie à Nantes. Et encore une fois, je me suis surprise à me dire, ok, je suis dans un moment où je suis très mal, où j'ai vraiment besoin de mes repères, et pourtant je fais le choix de aller de l'avant et de repartir à zéro. Finalement, c'est récurrent chez toi. Exactement, et c'est quelque chose qui fait une de mes fiertés, parce que encore aujourd'hui, j'essaye d'évoluer pour être capable de lâcher le contrôle, pour qu'au quotidien, je ne sois plus autant parfois toxique pour moi-même, en m'empêchant des choses, en étant vexée pour un rien parce que ça suit pas mes plans. Donc, à la fois, je me sens encore très obsédée par le contrôle et j'ai l'impression de jamais progresser, mais pourtant, quand je prends du recul, je me dis que j'ai toujours su, pour mon rêve d'être illustratrice, arriver à détruire mes repères, puisque vraiment j'ai fait le choix, même si on n'en a pas beaucoup parlé, mais à l'entrée au collège, déjà je suis allée dans un collège différent d'où où allait ma meilleure amie de l'époque, ce qui pour moi était déjà très compliqué. Après, en rentrant au collège, je fais le choix de perdre, entre guillemets, à nouveau mes meilleurs amis pour suivre mon rêve de faire de l'illustration. Et quand je suis vraiment au plus bas que j'ai jamais été moralement en terminale, je fais encore le choix de détruire mes repères pour me construire ailleurs dans le but toujours de suivre mon rêve. C'est drôle parce qu'en fait, on se rend vraiment compte que c'est un moteur chez toi. En fait, t'aimes construire finalement. Que ce soit créativement ou dans ta vie, ton moteur, c'est la construction. Et c'est pour ça que des fois, tu détruis tout. Enfin, alors tu détruis, pas forcément, des fois, la vie t'aide un peu, mais Et puis c'est pas comme si à chaque fois je coupais complètement les ponts avec mes anciens amis. Bien sûr, mais tu te mets dans des situations de danger et tu t'en sors. Et tu t'en sors tout le temps parce que, mine de rien, t'arrives au collège, tu pleures tous les jours, t'en ressors, tu vas là où tu veux, tu te rapproches un peu plus de ton but. Exactement. T'arrives au lycée, rebelote, tu te rapproches encore plus de ton but. Et là, t'arrives à Nantes. Et comment ça se passe ? C'est-à-dire que là, en plus que les barrières, plus des barrières psychologiques, il y a des barrières qui sont physiques, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de kilomètres qui te séparent de tes repères. Oui, là je pense que ça a été le plus gros changement de ma vie, parce que là non seulement je me disais ok, là je coupe avec mes amis qui sont vraiment des points de repère extrêmement importants dans ma vie. Pour moi l'amitié est vraiment quelque chose de très fort. Et donc là, en plus de couper avec mes amis, je coupe aussi avec ma famille qui a toujours été là en toile de fond. Et ça a été vraiment... Je pense que ça a été à la fois la période la plus
brouillardesque de ma vie. Mais en même temps, j'ai vraiment cette fierté incroyable de m'être dit, ok, t'avais 18 ans, t'es partie à l'autre bout de la France, alors que t'étais au plus mal de ton moral, que t'as jamais été. T'as décidé de gérer un appartement alors que tu ne savais pas spécialement faire, on va pas se mentir. T'as décidé de t'éloigner physiquement de tes parents et de rentrer dans une école qui te sortait de tes repères, puisque je suis rentrée dans le privé, donc quelque chose qui n'était pas une continuité logique avec mon bac. Et je suis rentrée dans une école où la majorité des élèves avaient fait au moins 1 an seul, puisque j'ai réussi à sauter, entre guillemets, la première année dans mon école. J'ai donné beaucoup d'informations, je vais clarifier un peu. J'ai donc postulé pour être dans une école à Nantes, une école où normalement le parcours classique c'est 2 ans de prépa, 2 ans de spécialisation. Et moi j'ai passé le concours pour rentrer directement en 2e année de prépa. Parce que on m'avait dit quand j'avais téléphoné, si tu sors d'art appliqué, tente de rentrer directement en 2e année de prépa. Et j'ai été prise. J'ai réussi à être prise, c'était pareil, une grande fierté. Et donc, ça voulait dire que j'acceptais aussi, en allant dans cette école, que les gens allaient déjà se connaître, qu'ils avaient déjà les repères de l'école, qu'ils savaient probablement mieux dessiner que moi d'un point de vue technique, puisqu'ils avaient fait 1 an uniquement consacré à la technique du dessin. Et mine de rien aussi, qu'ils avaient tous déjà fait 1 an loin de chez eux, pour la plupart, parce qu'en général, comme déjà pendant mon bac, les gens venaient de loin et étaient en internat, là pour ce genre d'école, les gens viennent aussi de loin. Donc la plupart avaient déjà fait 1 an seuls. Et donc, oui, ça a été vraiment un grand changement dans ma vie. Et je pense que je me suis pas rendu compte sur le coup à quel point ça m'avait bouleversée, parce que j'ai été tout le temps débordée justement par mon hypersensibilité, parce qu'il y avait tout le temps des nouvelles informations, des nouvelles personnes avec des vies extrêmement différentes de la mienne, des parcours extrêmement différents, des gens qui étaient plus âgés que moi avec parfois beaucoup d'écart, donc énormément de choses à m'apprendre, entre guillemets. Et puis des cours d'art complètement différents de ce que j'avais fait, des techniques de peinture par exemple, alors que j'avais jamais touché la peinture de ma vie. Donc c'était une année tellement, je dirais, tellement tsunamitesque pour moi. Vraiment là, le côté hypersensible, c'était beaucoup d'informations d'un coup. Surtout que ça a été encore une année où j'ai dû énormément travailler. Donc j'ai pas eu le temps, je pense, de me rendre compte dans l'année à quel point j'avais été bouleversée. Et c'est quelque chose que je me suis rendu compte assez récemment, cet été, en rentrant à Saint-Étienne pour l'été et en me rendant compte que en fait Saint-Étienne ne m'avait pas attendue pour vivre et que les choses avaient beaucoup changé et que tout avait changé, que ma famille avait changé parce qu'ils se sont construits à 3 avec mon petit frère et plus à 4, que mes amis avaient des nouveaux amis, que eux aussi ils avaient fait des études donc eux aussi ils avaient maintenant plus la même base commune de connaissances, on va dire. Ça y est, chacun se spécialise dans un domaine, donc on n'est plus au lycée, quoi. On sait plus les mêmes choses. On se retrouve à avoir chacun des savoirs différents. Ce qui, mine de rien, c'est la première fois, quoi. Et donc, c'est vraiment cet été que je me suis rendu compte à quel point j'avais été bouleversée et à quel point j'avais encore du chemin à faire pour me rendre compte que la vie, elle évolue. Et elle continue d'évoluer et que les gens, ils ne m'attendent pas bien sagement sans rien faire pendant que je ne suis pas là. Et oui, la vie c'est pas les Sims.
Non. T'es triste. Oh là là. Mais t'as quand même réussi à faire avec énormément de difficultés dans ta vie, qu'elles aient été professionnelles, personnelles, familiales, médicales. Et c'est quand même une preuve de force. Et à ton avis, qu'est-ce qui a fait que la petite Salomé avec ses lunettes magiques, bah aujourd'hui elle a changé de lunettes, mais elle a pas changé de rêve. Et elle est à Nantes en train de s'approcher du plus proche de son rêve. Je pense que la meilleure chose à faire dans la vie, c'est déjà premièrement d'avoir un rêve ou un objectif à suivre. C'est pas forcément le rêve de ta vie parce que je trouve que ça met beaucoup de pression. Mais d'avoir un objectif, ça peut être... Moi, voilà, j'ai la chance d'avoir eu toujours cet objectif un peu final, entre guillemets, dans ma vie où je veux faire du dessin et j'en ai jamais douté et ça a toujours été là. Mais ça peut être un rêve comme vouloir partir à l'étranger ou quelque chose vraiment qui te porte au quotidien et qui te donne envie d'avancer, en fait, qui donne un sens à ta vie. Et je pense que la deuxième chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que même si j'ai plus parlé des côtés négatifs du fait d'être très attachée aux gens, il me semble, il y a aussi un côté très positif, c'est que j'ai eu la chance et j'ai réussi à très vite me rendre compte que avoir des amis sains, c'est mieux. Même si c'est pas les gens populaires, même si c'est pas ceux qui vont... avoir des amis sains. C'est ça. Non, mais vraiment, c'est se rendre compte que en fait, les amis, c'est très important parce que moi, j'ai la chance d'avoir une famille saine, une famille avec qui je m'entends bien, même s'il y a des hauts et des bas comme dans toutes les familles. Donc, je peux pas me plaindre, mais je sais que parfois, on n'a pas ce soutien chez soi et toujours se rappeler que si ta famille n'est pas saine, si ta famille te fait du mal, tu peux toujours choisir tes amis. La famille, tu l'as pas choisie, mais choisis tes amis, des amis qui te poussent vers le haut, des amis avec qui tu te sens pas en compétition, sauf si la compétition c'est un moteur dans ta vie, bien sûr, mais des amis avec qui tu te sens bien et des amis avec qui t'as pas peur de te montrer vulnérable, avec qui t'as pas peur de confier tes peurs, même les plus honteuses, et des amis qui sont là pour toi quand tu as besoin d'eux, des amis que tu peux aider toi aussi, bien évidemment, parce qu'il faut que ça aille dans les deux sens. Mais donc des vrais amis, je pense que c'est un peu ça en fait. Après bon, je ne peux pas dire que à mon âge j'ai déjà tout compris à la vie, hein, mais je pense que le grand moteur de notre existence, c'est ça, c'est de poursuivre ses rêves et de s'enrichir de relations humaines en fait. Oui, s'enrichir. Alors maintenant j'aimerais savoir, pour un peu se diriger vers la fin, j'aimerais savoir si demain tu rencontres la Salomé la Salomé qui rentre en 6ème. Et à côté d'elle, il y a la Salomé qui rentre en seconde. Et à côté d'elle, il y a la petite Salomé avec ses lunettes magiques. Qu'est-ce que tu leur dis ? C'est quoi le conseil que tu leur donnes ? Et les clés que tu leur offres ? Je pense que le conseil que je pourrais donner et que j'essaye d'appliquer à moi-même, c'est de ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide quand tu en as besoin, de ne pas attendre que ce soit la catastrophe pour te dire peut-être que ce serait bien que j'aille chercher de l'aide. Ça peut être l'aide de tes parents, l'aide d'un médecin, parce que je pense surtout à une aide professionnelle, d'aller chercher de l'aide même auprès d'une assistante sociale si tu peux pas te payer le luxe d'aller chez un professionnel de santé, d'aller chez un psy, d'aller vraiment, quand tu as un problème, parler de ce qui va pas, réfléchir sur toi-même, avoir quelqu'un qui est neutre, c'est très important ça, c'est parce que les gens qui t'aiment, ils auront plus de mal à te donner des conseils et à être neutres. Donc,
de vraiment aller chercher de l'aide quand tu en as besoin et de pas attendre de tomber malade pour te dire ok. Te dire vraiment que quand ton corps te dit stop, de quelconque manière que ce soit en ayant un burn-out, une dépression ou que ce soit en tombant très malade physiquement aussi, c'est que t'es allé trop loin en fait et que tu peux aller tellement loin que ça peut devenir dangereux pour ta vie. Donc n'attends pas, va demander de l'aide, entoure-toi de personnes saines et apprends à t'améliorer tout le temps. T'améliorer dans le sens devenir de plus en plus en paix avec toi. Parce que le but, c'est pas de devenir un homme parfait, même si je suis la première à vouloir faire ça. Mais le but, c'est d'être vraiment en paix avec toi-même et de savoir comment gérer tes émotions, savoir comment gérer tes peurs, savoir comment gérer tes angoisses. Donc vraiment, ce serait vraiment de leur dire entoure-toi de personnes saines, aie confiance en toi et va demander de l'aide si tu en as besoin. Et n'attends pas. Et si tu n'arrives pas à aller demander de l'aide, demande à quelqu'un de confiance d'appeler pour toi un professionnel par exemple ou de t'accompagner quelque part. Mais fais quelque chose pour aller mieux. Alors j'ai juste envie de te poser une dernière question. T'as tout le temps que tu veux pour me répondre. Mais c'est quoi l'œuvre qui te rappelle ça, qui te pousse, toi, à te dire ok, soit quand j'ai besoin d'aide, je vais la chercher. J'ai besoin d'aide, des fois, de personnes saines. C'est quoi le petit morceau de papier, le petit morceau de son, d'image qui fait que ça te rappelle ça? T'as tout ton temps. Ouais, attends, je vais réfléchir. Bah, c'est un peu con parce que... non, c'est pas con. Je veux dire, ça va faire assez égocentré. Mais je sais que la manière dont je dessine est très représentative de mon état d'esprit. Que même si parfois je ne m'en rends pas compte, mais avec du recul, je me rends compte que je dessine beaucoup de personnages féminins parce que TMTC, je suis une meuf, j'ai un corps de meuf. C'est facile pour moi de me mettre devant mon miroir et de regarder comment suis-je faite. Donc je dessine beaucoup des personnages qui me représentent sans vraiment me représenter, mais qui au moins te ressemblent. Voilà, qui sont à l'image de ce que je suis en fait. Et je me rends vraiment compte que mon style a beaucoup évolué et que dans les périodes où je suis pas bien, je vais beaucoup expérimenter autour de la déformation. À faire des corps vraiment déformés qui partent dans tous les sens ou faire des corps très maigres. Et que souvent, moi je pense qu'il y a un lien avec de comment je me sens et je pense que quand mes dessins sont plus sombres ou quand la manière dont je représente les êtres humains, même si bien évidemment dire que ce qu'on fait de l'art c'est uniquement lié, quand on fait de l'art c'est uniquement lié à enfin, il n'y a pas que ça dans l'art, bien évidemment. Il y a aussi la recherche de style, l'expérimentation graphique, l'influence de ce que tu vois. Mais je pense qu'il y a une grande influence de ce que tu ressens à ce moment-là. Et je pense que, voilà, quand parfois je vois que ce que j'aurais envie de dessiner instinctivement, c'est un personnage qui se recourbe sur lui-même ou un personnage décharnu, c'est des moments où ça va pas très bien. C'est la meilleure réponse, je pense. Je m'attendais pas à ça et c'est vraiment trop cool. Parce que en fait, tu es ton propre baromètre. C'est vrai. En fait, c'est en toi de savoir quand ça va ou quand ça va pas. Mais je pense que oui, c'est que vraiment tous, on est les mieux placés pour savoir comment on est et c'est pas parce que il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus dures que toi, des expériences en tout cas beaucoup plus fortes, que ça veut dire que toi, tu n'as pas le droit de ne pas être bien.
tu vois. Tu sais ta douleur et tu es la seule personne à pouvoir dire comment tu la ressens. Si toi, sur une échelle de 10, tu ressens ta douleur à 10, c'est pas parce que dans la vie, il y a des gens qui ont ressenti une douleur à 5 pour le même événement, que ça veut dire que ta douleur, elle est pas valide. Et je pense vraiment qu'on est les seuls à pouvoir savoir comment on se ressent et on est les seuls à pouvoir... au fond, on est les seuls à pouvoir s'aider nous-mêmes parce que même si les autres sont extrêmement nécessaires, je pense, si tu as besoin d'aide à un moment où tu es pas bien, ce sera à toi, mine de rien, de parler à un psychologue, de parler à un médecin, d'aller voir des amis si c'est ça qui t'aide. Mais je pense vraiment qu'il faut toujours s'écouter. Et si tu ressens une douleur énorme pour quelque chose qui peut paraître anodin aux yeux de la plupart des gens, tu n'as pas à remettre en cause ta douleur parce que seul toi peux savoir comment tu la vis. Et peut-être que toi, tu vivras la perte de ton chat comme étant le drame de ta vie et que certaines personnes vont te dire franchement, relativise, il y a des gens qui perdent leurs parents. Et ben, quand les gens te disent ça, et ben, ne les écoute pas et rappelle-toi qu'il n'y a que toi qui peux savoir la douleur que tu vis et qu'il n'y a que toi, selon ta sensibilité, qui va vivre les événements comme toi tu les vis. Donc sois ton baromètre et rappelle-toi toujours que c'est toi qui, et même si des fois on s'en rend pas compte, le maître de ta vie et que la vie en fait c'est qu'une succession de choix et les choix sont pas définitifs. J'ai envie de te dire merci. Mais de rien. Et du coup, je vais mettre fin à ce premier épisode et en te souhaitant le meilleur et Merci. en te remerciant encore une fois d'avoir participé. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Et t'invite à venir me le dire en commentaire, que ce soit sur YouTube ou Instagram. À très vite.